La tranquille vallée du Tamar, dans le Devon, abritait autrefois un grand port industriel. Aujourd'hui, Morvelham Quay s'apprête à revivre comme au temps du roi Édouard VII. Les archéologues Alex Langlands et Peter Ginn, ainsi que l'historienne Ruth Goodman, vont se mettre dans la peau de fermiers édouardiens durant toute une année. Incroyable, entièrement forgé à la main. C'est un énorme défi qui les attend. Ils vont devoir se familiariser avec le savoir-faire et les métiers du début du XXe siècle. À cette époque, sur les rives du Tamar, l'exploitation de la terre ne se limitait pas au bétail et aux cultures. Les fermiers devaient diversifier leurs activités et se tourner vers la pêche, Super, on a une prise. la mine ou les cultures maraîchères et s'adapter aux progrès industriels. C'était une époque d'inventeurs et d'entrepreneurs, une époque marquée par de grands changements dans la société. Au cours des 12 prochains épisodes, l'équipe va se replonger au début du siècle, à l'aube du monde moderne, et nous faire vivre des aventures excitantes dans la ferme édouardienne. En septembre, Alex, Ruth et Peter doivent débarquer dans l'Angleterre d'Édouard VII. Cela veut dire s'installer dans leur maison, On ne peut pas garder ça dans cet état. faire venir leur premier troupeau. Vous vous débrouillez bien, Je fais ce que je peux. et fabriquer de la chaux vive pour fertiliser les champs avant de les cultiver. On ne peut plus reculer maintenant. Un travail dangereux, mais indispensable Je suis crevé. à la ferme édouardienne. Ce sont les derniers préparatifs de l'équipe. Mon père m'a longtemps traité de tête brûlée. C'était gentil. L'époque édouardienne commence en 1901, date de la mort de la reine Victoria et du début du règne de son fils, Édouard VII, et dure jusqu'en 1914, quand la Première Guerre mondiale éclate. Qu'est-ce que tu penses de notre nouvelle aventure, Peter? Ça m'excite beaucoup. En fait, on va être plongé dans une période extraordinaire. Imagine, les premiers temps de la TSF, l'explosion des journaux, l'automobile qui permet aux gens d'aller d'un endroit à un autre beaucoup plus vite, l'aviation. Sans oublier la différence entre les riches et les pauvres. Car à cette époque-là, le fossé entre l'aristocratie et les autres couches de la société était très marqué. C'est l'âge de l'exubérance. Je dirais même de l'insouciance, avant le cauchemar de la Première Guerre. J'aime vraiment bien ma barbe, mais je crois qu'il faut que je m'en sépare. Je ne savais pas que t'étais aussi beau gosse, Peter. Merci beaucoup, c'est parfait. C'est bizarre, non? Ça me change complètement. À nous, l'Angleterre édouardienne. Le fleuve Tamar, frontière entre le Devon et la Cornouaille. Nous voguons vers l'aventure. L'équipe arrive en barque de Plymouth à une trentaine de kilomètres au sud de Morvelham. C'est ce qu'on aperçoit à travers le brouillard? Oui, sans doute. Ça ne peut être que ça. Oh. Plutôt sinistre. On dirait un village hanté. Un peu, oui. Il y a une énorme roue à aube. Ah ouais. Quel tableau. Étonnant, non? Absolument fantastique. Bon, les premiers à descendre, c'est Sonny et moi. Après toi, Ruth. Merci 1000 fois. Je vous en prie. Voici Morvelham Quay. Du temps de sa splendeur, c'était l'un des ports les plus actifs d'Angleterre. Le cuivre extrait dans la région était expédié par bateau en direction des hauts fourneaux du pays de Galles. Bienvenue à Morvelham. Enchanté. Anthony Powers est chargé de l'intendance.
Enchantée. Vous avez fait bon voyage? Parfait, merci. Quel endroit incroyable. Oui, en effet. Avec un accès direct au fleuve qui tenait une grande place dans la vie des gens d'ici. C'est par là que transitait tout le minerai extrait dans les mines alentours, et croyez-moi, il y en avait beaucoup à l'époque. C'était un balai incessant de navires qui montaient et descendaient le fleuve, chargés de toutes sortes de produits, du cuivre, de l'étain, de l'arsenic, du plomb, du calcaire. Du sérieux. Oui, du sérieux et du lourd. Plus facile à transporter par voie d'eau. Tout à fait. À part la mine, qu'y avait-il d'autre comme activité ici? Une grande ferme, pour subvenir aux besoins des travailleurs de la région. Il y avait aussi des cultures maraîchères qui se sont vraiment développées pendant la période édouardienne. On faisait des cerises, des fraises, des jonquilles, des cultures de rapport destinées à l'exportation. Génial. On est donc censé savoir faire un peu tout. Il me semble, oui, parce qu'à cette époque, les gens vivaient assez chichement. Comme ils étaient plutôt dans une situation précaire, ils étaient obligés de trouver d'autres moyens de subsistance. En ce qui nous concerne, nous pensons faire surtout de l'agriculture. Alors on devrait plutôt aller faire un tour sur place avec Peter. Vous pourrez vous faire une idée. J'aimerais voir l'endroit où on va vivre. Je vais vous y conduire. Et régler ça d'abord. Il y a un petit peu de travail, mais vous verrez. C'est ici que l'équipe va faire l'expérience de la vie de famille sous Édouard VII. C'est un peu rustique. Ah oui. C'était une famille nombreuse qui vivait là. 2 parents et leurs 6 enfants. Donc il fallait une grande cuisine pour tout ce monde. Il faut beaucoup de place, assurément. Ah, ça c'est sûr. Surtout quand c'est la pièce où on passe le plus de temps, où on mange et où on travaille. Exact. La cuisinière n'est pas bien grande. Elle est même toute petite. Et il n'y a pas de réservoir dessus pour l'eau chaude. Non. Je pense qu'il devait faire chauffer l'eau dessus, dans des casseroles. Sans doute. C'est petit. Ah, il y a un évier. Il y a de l'eau? Vous avez l'évier, mais pas l'eau courante. Il va falloir... Revenir à la corvée des seaux? Hélas, oui. Eh bien, j'ai du pain sur la planche. C'est vrai, il y a de quoi faire. L'équipe prend possession de la ferme de Morvelham, construite à l'origine pour nourrir les gens qui travaillaient au port. Wow, Peter. Viens voir cette collection de voitures. Et regarde ça. Cette roue à aube permettait autrefois d'alimenter en énergie tous les équipements de la ferme. Elle est immense. Alex et Peter ne connaissent pour ainsi dire rien de l'agriculture dans le Devon. Ils s'en remettent donc aux gens du coin pour les éclairer sur la question. Ils ont donné rendez-vous à Francis Mudge, dont la famille cultive la terre ici même dans le Devon depuis des générations. Nous allons habiter cette ferme pendant 1 an, donc... C'est comme si vous aviez votre propre faucille. Le plus urgent est de savoir ce qu'on peut y faire pousser. À votre avis, ce champ pourrait faire un bon terrain agricole? Non, ouais. Il n'est pas mal pour ce genre de choses. Vous pouvez planter n'importe quoi, là. Blé, pommes de terre, choux, betteraves fourragères, tout ce que vous aimez. D'accord. On pensait y faire des céréales, de l'orge ou bien de l'avoine. Et peut-être un peu de pommes de terre. Une variété à chair ferme et une à purée. Vous feriez mieux d'y mettre de l'avoine. Parce qu'avec ça, vous pourrez nourrir les chevaux. Et vous donnerez le surplus au bétail. Donc l'avoine comme culture céréalière. Et pour les pommes de terre, qu'est-ce que vous en pensez? Ça se vendait bien à l'époque, les pommes de terre. Vous pouvez toujours en planter un peu, ça devrait bien pousser. Mais avant tout, il ne faut pas oublier de chauler. À l'époque édouardienne, les fermiers du Devon avaient l'habitude de répandre de la chaux vive sur leurs champs. Cela neutralisait l'acidité du sol, due à la proximité du soubassement granitique du Dartmoor. Et si on faisait l'impasse sur ce traitement à la chaux, qu'est-ce qui se passerait? Vous auriez une mauvaise récolte, tout juste une demi-récolte. Selon vous, il faut combien de chaux pour ce champ? Je dirais environ 2 tonnes à l'arpent, soit 4 tonnes à l'hectare. Il faudrait donc compter une dizaine de tonnes pour traiter tout le champ. Mais peut-être qu'on pourrait se débrouiller avec 5 ou 6 tonnes si on n'en fait que la moitié ou les 2 tiers. Si vous faites ça bien, vous devriez avoir de bonnes récoltes, quoi que vous plantiez. Compris. On n'a plus qu'à se procurer de la chaux. À présent, Alex et Peter doivent trouver le moyen de fabriquer 10 tonnes de chaux pour fertiliser la terre. Quelle affaire!
De son côté, au cottage, Ruth ne chôme pas. Voici la méthode édouardienne pour nettoyer un sol. Au lieu de répandre de l'eau partout, vous procédez par petites touches. Vous commencez par frotter à la brosse le bout de carrelage devant vous, puis vous le séchez, le rincez. Ensuite, vous refrottez et séchez avant de vous déplacer et de vous attaquer au suivant. Autant vous dire que je ne suis pas au bout de mes peines, compte tenu de la crasse accumulée ici. Mais il faut voir le bon côté des choses. Je peux garder mes habits raisonnablement propres puisque je ne reste pas continuellement agenouillée dans une mare d'eau. À en croire certains livres, les femmes de la campagne faisaient ça 2 fois par jour. Mais je n'ai pas l'intention de jouer à la parfaite ménagère. Une fois suffira amplement. Et voilà une bonne chose de faite. On va la mettre où? Par là. Elle est bien là, non? On pourra toujours la changer de place plus tard. Et voici ma redoutable machine à coudre. Ah, ce joli truc, ça va là-dessus. Ça me plaît beaucoup. C'est vraiment une belle maison que nous avons là, avec un buffet édouardien en sapin teinté pour imiter le chêne. Oh oh, j'ai hâte que tu l'ouvres. Il y a quoi dedans? Des provisions édouardiennes. On n'aura pas besoin de produire grand-chose. Il y a là tout ce qu'il faut. Oignons marinés, confiture, on dirait le placard de cuisine chez ma mère, plein d'étiquettes connues. Je suis étonnée qu'il y ait autant de compagnies encore en activité. Oh, regarde, Brasso. Il y avait déjà beaucoup de produits de marque à l'époque victorienne, mais ça a carrément explosé pendant la période édouardienne. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à cibler différents groupes de population. Et avec la publicité, des produits comme le Sunlight Soap s'adressaient à tout le monde, tandis que d'autres étaient plus particulièrement destinés à la classe moyenne. Et voilà, on y est. C'est la fin d'un long voyage pour vous, les gars. Ces poulets que je viens d'amener sont les premiers animaux à s'installer dans la ferme. Ce sont des poulets de race du Sussex. Ils vont partager leur espace quelque temps avec les roux, qui sont des Orpington. En fait, l'idée m'amuse assez de faire un élevage quasi-industriel de volailles à l'échelle édouardienne. Allez-y, faites connaissance avec votre nouveau terrain de jeu. Il ne reste plus maintenant qu'à ramener des vaches, des cochons et des moutons. Et la ferme sera bien pourvue en bétail. Pas mal, notre nouvelle maison. N'est-ce pas? On est tombé sur un endroit génial. Il y a tout ici. Le fleuve, la côte, une superbe ferme, un extraordinaire héritage minier, une grande tradition de culture maraîchère. C'est sûr qu'on ne manquera pas d'occupation. C'est une chance pour nous, un endroit abandonné comme ça. On va pouvoir lui redonner vie, remonter l'horloge du temps et en faire un endroit vivant et animé comme autrefois. Je crois que nous avons tous les trois beaucoup d'ambition par rapport à cette expérience. Nous visons peut-être trop haut, mais j'espère pour ma part acquérir de nouvelles compétences et apprendre à m'occuper correctement des animaux. En tout cas, je m'y emploierai. Tant que la cuisinière ne fonctionne pas, ils ne peuvent ni cuisiner, ni avoir de l'eau chaude. Il est donc urgent de résoudre ce problème. Ça refoule. On ne peut pas garder ça dans cet état. Ruth appelle l'intendant à la rescousse. Hello, Anthony. Bonjour, comment ça va? Je ne m'en sors pas avec cette cuisinière. J'ai nettoyé du mieux que je pouvais, mais elle est bouchée, complètement bouchée. Et ça ne tire pas. Il faut ramener la cheminée.
Je crois, oui. Quand j'ai ramené dans la pièce à côté l'année dernière, je suis tombé sur un bouchon grand comme ça. Des brindilles amenées par les choucas et d'autres trucs du même genre qui obstruaient le conduit. C'est bien leur genre. Et dans ce cas, la fumée est refoulée dans la pièce. Ça va, Alex? Oui, j'assure. Et notre petit volontaire? Il a l'air au point. Alex a trouvé une astuce pour ramener. Une des méthodes traditionnelles pour nettoyer les cheminées réclame d'avoir à portée de main un poulet. Ce que nous avons. Il faut l'introduire aussi loin que possible dans la cheminée. Il essaie alors de remonter à la surface, et donc ses griffes raclent les parois du conduit et font tomber toute la suie. Mais, pour être honnête, je ne me sens pas le cœur à infliger un tel supplice à mon nouveau petit copain. Il est si mignon. Je vais donc le laisser vaquer à ses occupations, et nous allons mettre en pratique le plan B. Le plan A n'a pas marché? Faute de volontaire. Le plan B nécessite d'avoir du hou sous la main, et non plus un poulet. C'est bon. On est prêt. Tout y est. Commence à tirer. Remonte-le. On y va. C'est une méthode vieille comme le monde. Au Moyen-Âge déjà, on utilisait un buisson de houx pour ramener les cheminées. Il y a plein de suie qui tombe. Continue de tirer. Vous pouvez le redescendre maintenant, Peter. D'accord, on va l'enlever. Oh, Is. Par ici, monsieur Muscle. Alors? Ça marche à merveille. C'est comme si on avait doublé la taille de la cheminée. À la ferme, le plus urgent est de neutraliser l'acidité du sol avec de la chaux vive. À l'époque édouardienne, ce matériau servait non seulement de fertilisant, mais aussi comme base pour le ciment et le plâtre. On obtient de la chaux vive en chauffant du calcaire, essentiellement de la craie, à plus de 900 degrés dans un four à chaux appelé kiln en Angleterre. Notre premier bloc de chaux. Il y en avait dans toutes les villes. Nous avons à présent d'un côté le calcaire et de l'autre le charbon, tous deux acheminés par péniche. Le meilleur moyen de les transporter jusqu'ici. Donc maintenant que nous avons les matériaux bruts, Peter, il ne nous reste plus qu'à trouver un four. Voici notre four à chaux. Anthony les a conduits au four de Morvenham Quay. En fait, il y en avait deux à Morvenham. Et ils étaient encore probablement utilisés après l'époque édouardienne. Le calcaire venait des carrières d'Oreston, à la périphérie de Plymouth, aujourd'hui totalement urbanisé, et le charbon venait du sud du Pays de Galles. Pour faire de la chaux vive, ce dont vous avez besoin pour vos champs, il faut brûler des couches de calcaire avec du charbon. Cela transforme le calcaire en cette chose qu'on appelle la chaux vive. Des morceaux assez petits que l'on extrait ensuite du fond du four pour les répandre sur les sols. D'après M. Mudge, il nous faudrait environ 10 tonnes de chaux en morceaux. Vous voulez qu'on le mesure pour connaître sa contenance? C'est une bonne idée. Il faudrait pas qu'on se retrouve avec des gros monticules de chaux dans tous les coins sans savoir quoi en faire. Maximum un petit tas. À la maison, c'est le moment de vérité. C'est parti. Allez, crépite, ma jolie, crépite. On voit la fumée partir sur le côté. C'est bon signe. Et ça commence à chauffer. Jusque-là, tout est normal. À l'époque édouardienne, les gens qui habitaient en ville ont peu à peu délaissé le charbon au profit du gaz. Mais ici, les bonnes vieilles cuisinières à charbon ont tenu plus longtemps. Ce qui fait qu'on a continué à en fabriquer jusqu'à la fin des années 30. Je me demande si on voit bien la fumée monter dans la cheminée. Je vais ouvrir cette trappe. Oh, super! On la voit filer droit vers le ciel. Regardez comme elle tire bien. Mesurer le four s'avère un véritable casse-tête. 5 x 5, 25, multiplié par pi, combien c'est pi? 3,14.
Disons 3. Donc 75 multiplié par la profondeur. Comment allez-vous déterminer la profondeur? En descendant, rappel. Donc 20 fois 75, ça fait 2 fois 750. Soit 1500. Ça fait combien de tonnes? Aucune idée. Cela fait plus de 50 tonnes de chaux vives, alors qu'il ne leur en faut que 10. C'est très très caustique. En faire une tonne, c'est déjà un cauchemar. Et t'en voudrais 50? D'accord, d'accord. C'est la fin de la première semaine à la ferme édouardienne, et déjà les défis s'accumulent. On est près d'un des plus grands dépôts granitiques du monde, ce qui veut dire que tout le sol dans le coin est acide. Il faut donc faire quelque chose pour lutter contre ça. Si on veut avoir la moindre chance de faire pousser quelque chose, il nous faut des tonnes de chaux. De chaux vive. Et ils ont un four à chaux là-bas. En fait, il y en a plusieurs tout près d'ici. Je pense que ceux-là sont trop grands. T'as changé d'avis? Non, on ne change pas. Si t'avais vu Peter quand il s'est retrouvé devant le four à chaud, il était excité comme une puce, les yeux comme des soucoupes. Et moi à côté imperturbable. Quel tonnage, Peter? Il y a une masse critique, donc on ne peut pas... En faire juste un petit peu, c'est ça? Exactement. Si on le remplit aux 3/4, il faut compter 45 tonnes de chaux, 10 tonnes de charbon et 3,50 m de bois. J'allais dire que je pouvais utiliser un peu de chaux, mais une telle quantité, non. Alors, Peter, tu fais marche arrière? Compte tenu de la quantité de chaux dont on a besoin, je pense qu'on devrait chercher un plus petit four. À l'époque édouardienne, il y avait des milliers de fours à chaux en Angleterre. Mais aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques-uns. Cela ne va donc pas être facile d'en trouver un qui soit à la fois pas trop grand et encore en activité. En attendant que ce problème soit résolu, Alex et Peter vont s'occuper du bétail. Allez, allez! Un berger du coin vient leur livrer des moutons d'une race très ancienne, qui existait déjà à l'époque du roi Édouard VII. Restez là, restez là, reste là. Stop, stop. C'est bien. C'est bien. Bon chien, Meg. Ils sont magnifiques. Oui, ce sont des Whiteface de Dartmoor. Des moutons qui sont élevés depuis des siècles sur ces collines. Ils ne sont pas très grands. Ce sont des moutons des collines. Ils ont grandi dans le Dartmoor, où il y a beaucoup d'affleurements granitiques. Ils sont habitués au climat rude de la région, au vent violent et à la pluie. C'est pour cela qu'ils sont petits. Mais croyez-moi, ils savent tirer profit des prés incultes comme de tout ce qu'ils trouvent. On les élève uniquement pour la viande? Ils sont parmi les premiers animaux à avoir été élevés pour un double usage. Leur épaisse toison et leur viande d'excellente qualité. Comme ils disent ici, un délice des dieux. Délice des dieux? Parce que c'est un pur régal. En tout cas, ils ont l'air de s'adapter. Merci de nous les avoir amenés ici. Avec plaisir. Oui, encore merci à vous. Et à Meg, bien sûr. C'est elle qui a fait le plus dur. Pour sûr. S'ils veulent avoir un beau troupeau, ils doivent veiller à bien le nourrir en hiver. À l'époque édouardienne, il n'y avait pas d'autre moyen que d'emprunter le fleuve pour livrer de gros chargements à Morvelham, au fond de la vallée. C'est notre premier arrivage de foin. Il va nous en falloir plein pour nourrir les vaches et les moutons jusqu'au printemps. Heureusement, à l'époque édouardienne, on livrait la paille en bottes. Lorsque nous aurons rempli notre joli grenier à foin, nous devrions être parés pour l'hiver. Aujourd'hui, le Shamrock est la seule barge encore opérationnelle sur le Tamar. Son capitaine s'appelle Peter Ellington. C'est bizarre. Quand on voit une barge sans moteur, on se dit que ça devait déjà être dépassé à l'époque édouardienne. Mais en fait, non, on utilisait encore beaucoup les embarcations à voile. Oui, 3 facteurs entraient en ligne de compte pour la navigation. Le vent, l'huile de coude et le courant.
Le capitaine espérait toujours en avoir au moins 2 de son côté. À part le chemin de fer, qui est à plusieurs kilomètres par là, c'était le seul moyen de faire entrer ou sortir des marchandises de la vallée? Oui, surtout lorsqu'il s'agissait de cargaisons en vrac. Quand on parle de Morvellam, les gens pensent tout de suite aux minerais de cuivre. Mais les barges amenaient aussi du charbon. Il y avait même parfois des goélettes chargées de bois qui venaient de très loin, de Russie par exemple. C'est intéressant, ça. C'était assez cosmopolite. Avec des contacts internationaux. C'est donc pas du tout un trou perdu ici. Une fois réceptionné, le foin doit être conservé dans un endroit sec. Grimpe là-dessus, mon pote. C'est bon? Tu es prêt? Oui, On y va! bien joué. J'avais l'impression d'en avoir déchargé les tonnes du bateau, mais tant qu'il est là, ça me paraît peu. On n'en aura jamais assez pour tout l'hiver. Et ce grenier à foin est terriblement petit. Il va falloir réfléchir à 2 choses. Premièrement, est-ce qu'on peut se procurer du foin dans le coin? Deuxièmement, trouver une façon de l'entreposer à l'extérieur. Le manuel d'agriculture édouardienne recommande la construction d'une meule de foin pour le stockage à l'air libre. On a réussi à se procurer la dernière version du livre de l'agriculture qui risque de nous être fort utile cette année. Et dans le chapitre consacré aux meules de foin, celle-ci a une forme qui me paraît particulièrement intéressante. Nous allons donc essayer d'en réaliser une comme ça. Un toit de chaume permet de garder le foin au sec. C'est une chance d'avoir trouvé ces vieilles planches. Elles seront parfaites pour monter la base à claire-voie sur laquelle va reposer la meule. Mais il n'y a pas que la pluie qui pose problème. Il y a aussi les animaux nuisibles. Et pour éviter ces problèmes, le meilleur moyen est de surélever la base avec des pierres champignons. La forme de cette pierre, qui date de plusieurs centaines d'années, est ainsi faite que les rats peuvent grimper sur le pied, mais ne peuvent pas escalader le bord du chapeau. Par conséquent, cela empêche les animaux nuisibles, du moins les mammifères, de pénétrer dans notre réserve de grains. Les hommes ont fait venir du foin d'une autre ferme. Ils doivent maintenant construire la meule avant qu'il se mette à pleuvoir. On va commencer la meule avec celui-là. Si le foin est mouillé et qu'on ne peut pas le sécher, c'est simple, il pourrit. Il perd toute sa valeur nutritionnelle. Il est donc inutilisable. Et c'est la catastrophe. Cela va nous prendre une semaine, si ce n'est plus. Peut-être, mais ça va nourrir le bétail pendant plusieurs mois. Alors finalement, ça vaut le coup, non? Il faut prévoir du foin, mais aussi des céréales pour le bétail. Dans le Devon, les paysans conservaient la nourriture des bêtes dans des mangeoires en granit, afin qu'elles ne soient pas contaminées par les excréments d'animaux. À l'époque édouardienne, ces mangeoires étaient taillées dans le granit par les pensionnaires de la prison de Dartmoor. Peter vient rencontrer le tailleur de pierre Ian Piper dans une carrière de Bodmin Moor. Bonjour Peter. Bonjour Yann. Heureux de vous rencontrer. Un plaisir pour moi aussi. Vous allez bien? Très bien, merci. Première chose, choisir un bloc de granit adapté. Vous ne le voulez pas trop gros? Non, pas trop gros. On va donc le couper dans ce sens, comme ça. On va faire des trous là, tout du long. Et pareil de l'autre côté pour pouvoir le casser. Ian utilise une grue pneumatique de l'époque édouardienne pour sortir le bloc de granit. C'est un moment de grande incertitude, car cette grue n'a pas servi depuis plus d'un demi-siècle. Ça a l'air de marcher. À présent, il faut couper la pierre à la bonne taille. C'est une des roches les plus dures qui existent et un des matériaux de construction les plus étonnants.
Mais comme c'est une roche granuleuse, on ne peut pas la couper de façon propre, d'un coup sec. Je suis curieux de voir comment ils vont procéder. Il faut commencer par forer à la main une série de trous. C'est une perceuse manuelle? Oui. Il devait faire des trous, comme ça. Tout autour, à la main. De quelle profondeur? Entre 8 et 10 cm. Eh bien, dites donc, c'est une très vieille méthode. Oui. Imaginez ce que ça doit être de faire ça toute la journée. Et c'est ce que faisaient ces gars, du matin au soir. Une vie dure. C'était des durs, ça oui. Vous devriez lui accorder une pause. Peter va pouvoir s'essayer à la tâche. On a vite fait de se taper sur les doigts. C'est horrible. En plus, faire ça avec les mains gelées... Les professionnels ayant repris les choses en main, les trous sont finis en moins d'1 heure. On appelle ça des coins éclateurs. Des coins éclateurs. C'est ce qui permet de casser en douceur la pierre. Il faut les frapper sans arrêt? Oui, l'un après l'autre. C'est le moment crucial. Il faut absolument une cassure nette. Mais ils n'ont droit qu'à un seul essai. C'est bon. Il est tombé là. Je croise les doigts. Moi aussi. Attention, parfait. Le bloc de granit doit maintenant être creusé pour faire la mangeoire. C'est un travail qui peut prendre plusieurs jours. Pensez-vous qu'un agriculteur pourrait casser une pierre granitique? Non. Ceux que je connais en seraient bien incapables. Traire les vaches, oui, mais casser du granit, non. On est mi-septembre. Alex et Peter espèrent avoir stocké suffisamment de foin pour nourrir les bêtes. Mais encore faut-il s'assurer qu'ils restent au sec tout l'hiver. Vous voyez la vieille brique de la ferme? Les Édouardiens couvraient leurs meules de chaume, comme ils le faisaient pour leur cottage. Bonjour Keith, ça me fait plaisir de vous revoir. Keith Payne et Bill Liversidge, tous deux couvreurs, sont venus donner un coup de main. Content de vous voir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis impressionné. C'est bien mieux que je ne le pensais. Jetez un coup d'œil là-dessus. Les Édouardiens avaient trouvé une façon ingénieuse de faire une couverture en chaume. L'idée, c'est de faire passer dedans des tiges de roseau que la machine relie par un fil. Et cela ressort sous forme de longs tapis de chaume. Je pousse le roseau dans la machine en prenant soin de garder toujours la même épaisseur. Avec ce système, au lieu de passer des semaines à couvrir de chaume une meule, cela ne prend que quelques heures. Les hommes avaient ainsi plus de temps pour s'occuper des clôtures et des murets en pierre. Bien sûr. C'était aussi une économie de travail. Je fais passer le roseau dans la machine exactement comme on fait passer le tissu dans une machine à coudre. Essayez de ne pas trop le pousser parce que vous allez tout faire rater. Ah, je suis désolé, Bill. J'ai détourné les yeux 2 secondes et ça a fait sauter une maille. Il faut rester concentré sur ce qu'on fait. Sinon, il y aura des trous et la meule ne sera pas bien protégée. Si vous pouviez faire un peu plus attention... Je suis désolé. Ne regardez pas ailleurs. Voilà, c'est réparé. J'aurais mieux fait de couvrir la meule selon la méthode traditionnelle plutôt que de vous employer tous les deux à fabriquer un tapis avec cette machine. En arrière, stop. Et ensuite on coupe. À peu près là. La fille de route est venue voir sa mère et l'aide à aménager la maison. Nous sommes en train de faire un tapis de sol avec des chutes de tissu. Enfin, on essaie.
On a pris pour base un sac en toile de jute, auquel on a ajouté toutes sortes de vieux bouts de tissu, en essayant d'y incorporer quand même un peu de laine pour que ce soit plus chaud sous les pieds. En fait, ces carpettes ne coûtent rien du tout. Un vieux sac, ça ne manquera à personne. Et au final, ça apporte un peu de confort et de gaieté dans la cuisine. Elle paraît plus accueillante comme ça. Et en plus, ça évite de frotter le sol à cet endroit-là. Je deviens bonne. Pas mal, hein? Ouais. Eh bien, continue, chérie. Merci, maman. Prends ce bout-là. D'accord. La machine a produit une natte suffisamment grande pour recouvrir la meule de foin. Maintenant, il s'agit de l'attacher. On va mettre 2 piquets comme ça, sur cette pente. D'accord. Là et là. Je vais les tordre au milieu pour que ça fasse une sorte de poignée. Voilà, une double torsion, de façon à ce que ce soit bien souple sur la main. La pointe vers le haut pour que l'eau ne ruisselle pas dans la meule. Je l'enfonce comme ça? Essayez d'enfermer la ficelle du haut avec ce premier piquet. Comme ça? Bien, vers le haut, c'est ça. Vers le haut? Oui, dirigez-les comme il faut avec vos mains. Super. Et maintenant, un dernier petit coup. Regardez-le, frimeur. Autrefois, cette meule aurait été recouverte jusqu'en haut de brins de paille liés serrés, ce qui aurait pris au moins 6 heures. Alors qu'avec une machine, cela ne prend que 40 minutes. Et voilà, une belle meule imperméable. Beau travail. Merci. Excellent boulot, les gars. Je suis sûr que ça prendra pas l'eau. Espérons-le. Une dernière petite chose. Lorsque vous la découvrirez pour nourrir les animaux en hiver, faites bien attention aux spores blancs qui vont s'échapper, parce que ça peut donner de l'asthme. Vous risqueriez d'avoir des problèmes respiratoires plus tard. Pour éviter cela, je vous conseille de porter un masque quand vous soulèverez le tapis de chaume. Cela étant dit, je suis sûr que le foin restera bien au sec et que les animaux sauront apprécier en hiver tout le mal que vous vous êtes donné pour eux. Confectionner un tapis de sol n'est finalement pas aussi simple qu'il y paraît. J'ai presque fini. C'est incroyable la quantité de tissu que ça a nécessité. Je pense que ça représente l'équivalent de 3 couvertures doubles. Et voilà, notre premier tapis de sol. Quand elle sera usée, cette chose faite de chutes de laine et de tissu commencera une autre vie sur le tas de compost. Les brebis ont élu domicile à la ferme. Mais si nos amis veulent élever des agneaux, encore faut-il qu'ils aient un bélier. Matthew Cole revient avec un cadeau pour eux. Content de vous revoir, Mathieu. Comment ça va? Qui c'est celui-là? C'est Cyril. Cyril, Sacrée bête. c'est ce qu'on appelle un bélier, Peter. Il a 4 ans. On peut lire son âge sur ses cornes, comme sur le tronc des arbres. Et qu'est-ce que va donner sa progéniture? Disons que les agneaux seront votre prochaine récolte. Donc vous recherchez un grand corps bien large, et du cou jusque-là, vous avez toutes les côtelettes. Vous avez les 2 épaules, plein de viande là, à l'avant. Et vous avez les 2 morceaux de choix, les 2 gigots à l'arrière. La partie lucrative, en quelque sorte. Exact. Pour connaître l'épaisseur de la peau d'un mouton, qui donne une idée de sa robustesse, il suffit de palper son oreille. Là, c'est bien coriace. C'est bien épais. L'épaisseur de l'oreille correspond en fait à l'épaisseur de la peau. Ouais. Et à partir de là, vous savez s'il va bien résister ou non au climat. Il m'a l'air assez impatient. Il l'est. Ouais, il me fait mal au bras. C'est vrai? Emmenons-le là-bas. Vous le tenez comme un chef, Alex. Je fais ce que je peux. Retenez-le 2 secondes afin qu'il puisse juger la situation. On lâche? Vas-y, mon gars. Allez. Son arrivée ne semble pas provoquer la panique. Première approche. Vous avez vu comme il la suit de près? Elle reste calme. C'est parti. Aucune d'entre elles n'a l'air intéressée, en fait.
Elles doivent être intimidées par la caméra. Ah oui, ça doit être ça. En tout cas, Matthew, encore merci de nous avoir amené Cyril. De rien. On vous tiendra au courant. Ouais, j'aimerais bien savoir comment ça va se passer. Je serais ravi de voir ces petits. Cela fait plus d'une semaine que Peter a commandé sa mangeoire en granit. Il retourne à la carrière pour savoir ce qu'il en est. Ça vous a demandé beaucoup de travail? Environ 1 semaine et demie. Le bon vieux temps. Oui, il fallait y passer un paquet d'heures. C'est une œuvre d'art. 1, 2, 3. Alex et Peter doivent maintenant la livrer à leur troupeau de moutons. C'est toi qui as tiré la courte paille. Pas question de la soulever, mon pote. Attends. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette mangeoire? Je dois admettre que lorsque je l'ai vue, je me suis dit, c'est une baignoire pour bébé, pas une mangeoire. Mais maintenant que je me suis rendu compte qu'elle était plus lourde que moi, je m'incline. On pourrait mettre la nourriture solide à même le sol. Mais le danger dans ce cas-là, c'est qu'elle entre en contact avec les excréments des animaux. Parce que les excréments peuvent contenir des vers, lesquels vers passent dans l'estomac et mangent les aliments qui s'y trouvent. Les animaux deviennent alors squelettiques et sont incapables de survivre aux rudes conditions hivernales. Ouf, on y est. Génial. Au début, je n'étais pas convaincu de l'intérêt d'une mangeoire en granit. Mais je dois reconnaître que c'est l'idéal pour nourrir les animaux au champ, parce que comme elle est très lourde, ils ne risquent pas de la renverser. À mon avis, elle va même rester là un bon bout de temps. Donc en fin de compte, c'était une bonne idée. On est fin septembre. Après de longues recherches, Alex et Peter ont réussi à trouver un four à chaud adapté à leurs besoins. Colin Richards est un spécialiste de la chaux vive et c'est lui qui va surveiller la combustion. Donc c'est celui-là. Oui. C'est déjà plus raisonnable comme taille. Dans ce four, le calcaire va être chauffé à 900 degrés. Avec un peu de chance, d'ici 4 jours, la chaux sera prête. Et vous pourrez l'utiliser sur votre terrain. Fantastique. Après avoir aidé à restaurer le four, Stafford Holmes revient pour le charger. Enchanté. Ces fours ont l'air en bien meilleur état que ceux de Morwellam. Ils viennent d'être soigneusement réparés. Il y a longtemps qu'ils n'ont plus servi? Ils étaient constamment en activité jusque dans les années 1950. Donc ça, c'est du calcaire. Et on veut le transformer en chaux vive. Exact. Et comment fait-on? Il faut le soumettre à la chaleur. Et pour cela, il faut allumer un feu tout au fond, en commençant par du bois, puis une couche de charbon, et ensuite on alterne les couches de calcaire et les couches de charbon, jusqu'en haut du four. J'imagine que les fumées sont toxiques. Tout à fait. Il faut donc respecter correctement tout le processus, car on a affaire à des réactions chimiques ici. Et la chaux est un produit très caustique qui peut provoquer de graves brûlures. Donc il faut faire vraiment très attention. Peter est chargé de veiller à ce que la première couche de calcaire soit répandue de façon homogène. Je suis au fond. Attention à vous. Ça me paraît bien. Ensuite, une couche de charbon. Puis une autre couche de calcaire. 25 pelles pleines. Si la quantité exacte de produit n'est pas versée à chaque couche, il sera impossible de maintenir un feu constant à 900 degrés. Et on n'aura donc pas de chaux vive. Ça fait déjà pas mal de couches. Au total, 15 couches de carburant, 15 couches de pierre calcaire, 100 kilos de charbon, 20 pelles. Chaque pelletée
et donc compter. 18, 19... Mais l'opération exige une telle précision que cela prend plus de temps que prévu. En début de soirée, il y a à peine 1 tonne de matériaux dans le four. La lune se lève. Espérons qu'elle nous éclairera assez. 10. 11, 12... Le temps passe et le four n'est qu'à moitié rempli. Charger à la main est un travail de titan. 28, 29, 30... Non, stop! On a ce qu'il faut. Il commence à délirer. 33. Le fait de faire ça à la main nous donne une bonne idée de ce que devaient endurer les hommes autrefois pour charger ces fours. On leur livrait peut-être les matériaux par train, mais après, c'était à eux de faire tout le boulot. Et croyez-moi, c'était pas une partie de plaisir. Au bout de 18 heures de pelletage, ils ont chargé 12 tonnes de calcaire et 3 tonnes de charbon. C'est fini. Tout est là-dedans. Il est enfin temps d'allumer le four. Prêt pour les braises? Où je te les pose, là? Oui, sur le papier. Ça devient excitant. Ça y est, le feu a pris. La carbonisation du calcaire produit entre autres du monoxyde de carbone, un gaz mortel. Plus question de faire machine arrière. C'est comme si quelqu'un au fond entretenait... Un feu d'enfer. C'est cela, un feu d'enfer pour une mystérieuse alchimie. Il faut savoir qu'au 19e siècle et au tout début du 20e, il y avait beaucoup de pauvres ici en milieu rural. Et ces gens qui étaient sur les chemins venaient parfois dormir autour des fours. S'ils étaient intoxiqués par le monoxyde de carbone et plongés dans un état d'inconscience, ils risquaient de tomber dans le four sans même s'en rendre compte et d'être brûlés vifs. À tour de rôle, ils vont à présent surveiller la combustion pendant 3 jours et 3 nuits. En mettant la main à la pâte, on comprend mieux ce qui se passait dans ces fours il y a plus d'1 siècle. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Le feu n'était pas assez fort. Le calcaire devrait être rougeoyant. Or là, on ne voit rien de tel. Tout est noir et froid là-dedans. Il faut faire entrer le plus d'air possible dans le four pour relancer le feu. À ce stade, ce serait une véritable catastrophe s'il s'éteignait. Pendant ce temps, Ruth prépare une surprise pour ses compagnons. Une tête de mouton en ragoût. Je crois que je n'ai jamais rien préparé d'aussi horrible. J'ai trouvé la recette dans cette extraordinaire petite brochure intitulée The Best Way, qui porte en sous-titre « La cuisine la moins chère du monde ». Il est dit là-dedans qu'après avoir préparé la tête de mouton de la façon habituelle, il faut la mettre dans une marmite avec la langue et couvrir d'eau. La seule phrase « préparer la tête de mouton de la façon habituelle » montre à quel point ce devait être un plat qu'on cuisinait couramment dans les familles qui vivaient avec pas grand-chose. La tête de mouton est le morceau le moins coûteux. Donc si vous deviez acheter de la viande, ou si vous aviez des bêtes et que vous aviez besoin de les vendre, vous aviez quand même de quoi vous nourrir sur la tête. Ce qui est étonnant, c'est que c'était bien moins courant à l'époque édouardienne qu'auparavant. Grâce au progrès de la navigation et de la réfrigération, on a pu faire venir de la viande des 4 coins du monde. Et c'est ainsi que l'agneau congelé d'Australie et de Nouvelle-Zélande est devenu la viande de base de la plupart des Britanniques, au détriment des moutons élevés dans leur propre pays.
Tout cela parce que l'agneau néo-zélandais étant moins cher, vous pouviez acheter un rôti quasiment au même prix que la tête de mouton. Cette idée de tirer le meilleur profit d'une petite quantité de viande est typique de la cuisine édouardienne. Les gens se nourrissaient surtout de féculents, de choses qui tenaient bien au corps et ne coûtaient pas cher, comme les pommes de terre, le pain, les flocons d'avoine. Certes, ça remplissait les estomacs, mais c'était une nourriture très fade. Alors, quand ils pouvaient y ajouter un peu de viande, ne serait-ce qu'une tête de mouton, cela améliorait agréablement le quotidien. Depuis 2 jours, les hommes surveillent le four, en veillant à ce que le feu soit bien ventilé. Mais Colin a encore quelques inquiétudes. Il n'y a pas assez d'air qui rentre. Il risque de s'éteindre. On serait obligé de tout ressortir. Ce serait un échec. Le problème, c'est qu'on a une grande ouverture là-haut pour le remplir, mais juste une petite ici pour le vider. Ça prendra un temps fou. Oui. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'espérer que leurs efforts n'auront pas été vains. La seule façon de savoir si la calcination du calcaire a bien eu lieu, c'est de la mettre dans de l'eau. S'il a brûlé, l'eau va le transformer en chaux éteinte. Sinon, il restera à l'état de pierre. Faisons le test. Il ne se passe pas grand-chose. L'eau s'est évaporée. Ça vient. Regardez. Fabuleux. Wow! Regarde. Look at that! That's excellent. Super. Incroyable. C'est la transformation du calcaire en chaux vive. Exactement ce que nous voulons. Si le reste du four est comme ça, c'est parfait. Après 3 jours de combustion, tout le calcaire devrait être transformé en chaux vive. Il ne reste plus qu'à la sortir du four, l'opération la plus dangereuse. La poussière de chaux vive réagit très fort à l'humidité. Si elle entre en contact avec la peau ou qu'elle est inhalée, elle provoque de graves brûlures. Mais comment se protégeait-on à l'époque édouardienne? Comme je vais énormément transpirer en faisant ça, à cause de la chaleur du four et des efforts physiques que ça va me demander, je me suis confectionné un petit équipement spécial. D'abord, j'enfile la cagoule. Ah, vous pouvez rire, rira bien qui rira le dernier. Ensuite, les gants, pourvus de longues manches. Et là, j'ai un tablier qui me couvre bien jusqu'en bas. Oh, j'y vois plus rien. Dernière chose, les lunettes de plongée. Ou peut-être, devrais-je dire, des lunettes de soleil. Me voilà paré pour extraire la chaux vive. Eh oui. Attends, je soulève ça pour voir à quoi tu ressembles. On dirait un grand nounours en peluche. Équipé comme tu l'es, tu vas pouvoir être le premier à passer la porte de chauffe. Allez, courage. La combustion a dû produire 10 tonnes de chaux vive qu'il faut maintenant décharger à la main. C'est vraiment un sale boulot. Le grillage permet de séparer la chaux des scories. Ah, je suis mort. Littéralement mort. J'y retourne. Et voilà la dernière étape pour aujourd'hui. Remplir notre tonneau de cette substance hautement caustique avant de le ramener à la ferme. C'est vraiment génial d'être allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait. On était venu pour avoir de la chaux vive, et c'est avec cela qu'on repart. Après 3 jours de travail éreintant, ils ont produit 10 tonnes de chaux vive.
Maintenant, ils doivent la répandre sur leur champ. Du calme, mon gars. C'est l'aboutissement de tous nos efforts. On a enfin de quoi traiter ce champ. Sage, mon beau, sage, sage. Du calme. Oh, on se calme. On se calme. Ces derniers jours auront été épuisants. Reste là. J'ai l'impression que ce cheval n'y connaît rien lui non plus à cette ancienne pratique. Voilà, comme ça, calme. Autrefois, il appartenait aux métayers de mettre de la chaux dans les champs pour neutraliser l'acidité des sols. Tout ce fertilisant va donner un coup de fouet à notre projet agricole. Quand la chaux commencera à s'éteindre, on la fera pénétrer dans le sol. Ça tonifiera la matière organique et au bout du compte, ça donnera une terre fertile comme on en a besoin pour nos cultures. On reste là, du calme, c'est bien. La pluie menaçant, ils doivent se dépêcher de terminer pour éviter une catastrophe. Ça commence à s'éteindre à l'arrière de notre tombereau. Ce qui veut dire qu'il risque de prendre feu. Il y a plein de wagonnets comme celui-là remplis de chaux vives qui se sont retrouvés sous la pluie et sont partis en fumée. La dernière? Oui. Ils terminent de répandre la chaux. De retour à la maison, ils peuvent enfin se détendre et mettre les pieds sous la table. Ça s'est passé comment? Très bien. Magnifiquement bien. Bravo pour ton tapis, Ruth. Mais je n'en dirais pas autant pour ce truc. Je ne suis pas du genre à faire la fine bouche, mais là... J'ai été tentée d'enlever la tête et de vous laisser deviner ce que j'avais cuisiné. Puis je me suis dit que des grands gaillards comme vous n'allaient pas se laisser impressionner par ça. C'est de la cruauté. Alors, c'est chaud. À vrai dire, une fois que le four a été chargé, on voyait surtout une épaisse fumée. Mais ce qu'on en a extrait ensuite, c'est le top. Une très bonne chaux. Et toi, tu es contente de ta maison? Très. À présent, c'est merveilleux. Tout marche très bien. C'est beaucoup plus accueillant que la première fois que tu y es entré. Je trouve, oui. Et vous? Il y fait bon et chaud. La cuisinière a l'air de bien marcher. Je sens la chaleur sur ma main. Ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'au bout d'un mois, on a pas mal avancé. C'est vrai qu'on a déjà démarré plusieurs choses, dont les cultures maraîchères, ce qui était le plus important à l'époque édouardienne. On a vraiment bien réfléchi à la question et on sait maintenant comment aborder les choses dans les prochains mois. Santé. On a notre foin, on a fait notre meule, on va donc pouvoir commencer à acheter d'autres bêtes. On est quasiment paré pour l'hiver. Et puisqu'on est tous réunis, à nous l'Angleterre édouardienne. On est dans le feu de l'action. Le décor est planté, à nous de faire revivre les lieux. La prochaine fois, dans la ferme édouardienne, place à de nouvelles aventures. Des cultures maraîchères, des poules pondeuses et un troupeau de vaches. Mais pour que les affaires marchent, il faut qu'Alex, Ruth et Peter soient opérationnels avant les premières gelées. Ils pourront alors fêter l'hiver avec un Halloween édouardien.